Et les Américains, depuis novembre 2022, les Américains ont compris que ce conflit est perdu, que les Russes ont gagné. D'ailleurs, que Zelensky s'aperçoit bien qu'il a, il a un peu vendu son âme au diable en acceptant les conditions de l'Europe. Mais aujourd'hui, il est dépendant de l'Europe. Il est dépendant des pays occidentaux. Il est dépendant pour son armement. Il est dépendant pour son économie. Il est dépendant pour le salaire des fonctionnaires. Il est dépendant de tout. Donc, on a fait une Ukraine qui n'est plus fonctionnelle de facto, puisqu'elle a besoin du financement occidental pour fonctionner. Et donc, on a créé une dépendance. Et de cette dépendance, il ne faut pas attendre que Zelensky, malheureusement, c'est malheureux ce qu'on a fait parce que les Occidentaux ont vraiment tout fait, mais vraiment tout, pour que l'Ukraine tombe dans la situation dans laquelle elle est, y compris d'ailleurs dans l'affaire des accords de Minsk, hein. Je rappelle que si on avait signé les accords de Minsk, les deux républiques du Donbass seraient toujours en Ukraine. Il y aurait des discussions sans doute sur la Crimée, mais les deux républiques du Donbass, de Lugansk et Donetsk, seraient toujours dans l'Ukraine, et puis on n'aurait pas eu de conflit. Mais ce n'est pas ce que les Occidentaux ont voulu. Ils ont refusé que l'Ukraine applique les accords de Minsk. Et c'est d'ailleurs exactement la même politique qu'ils continuent à appliquer. Ils refusent systématiquement que l'Ukraine applique comment dire, j'allais dire, les accords qu'il y avait avec la Russie. Donc on est exactement dans cette même situation. Donc oui, les Russes aujourd'hui tiennent le couteau par le manche et de fait, on a tout fait pour que la Russie tienne le couteau par le manche. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis mars 2022, ça n'a fait que favoriser la Russie. Et ça continuera à le faire d'ailleurs. C'est pour ça que moi je ne suis pas nécessairement un pacifiste dans ce conflit. Et je dis que les Européens veulent donner des armes à l'Ukraine, qu'ils le fassent, c'est très bien. Mais ça va favoriser la Russie. Et je pense que ça favorise la Russie. Mais continuez à donner des armes à l'Ukraine. Oui, oui, faites-le. Mais ça ne va pas favoriser la paix, ça va conduire à la destruction de l'Ukraine, et c'est d'ailleurs gentiment ce qui semble apparaître à travers d'ailleurs les déclarations même de Vladimir Poutine. Et ça, c'est simplement parce qu'on n'a pas compris en Occident, on part toujours de cette idée que la Russie est faible, qu'elle ne peut pas donner son mot à dire, etc. Et donc, il y a un moment, la politique se fait aussi à partir de la réalité, elle ne se fait pas simplement à partir des idées. Les idées doivent tenir compte de la réalité avec pragmatisme. Mais si on refuse cette réalité, eh bien, tant pis. Alors, je pense que pour comprendre tout ça, il faut comprendre deux choses. D'abord, c'est que l'OTAN, en tant qu'organisation, et ça c'est important parce que beaucoup de commentateurs parlent de l'OTAN veut ceci, l'OTAN veut rien. L'OTAN, c'est le bras armé des États-Unis et ce qui fait le là dans l'OTAN, c'est la volonté des États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas envie d'utiliser l'OTAN dans le conflit ukrainien, tout simplement parce que la solidarité atlantique, qui est l'élément central, dont l'élément central est l'article 5 de la charte de l'Alliance atlantique ou du traité de Washington, c'est-à-dire que lorsqu'un des pays attaqués, tous les autres viennent à son aide. Les Américains ne veulent pas que ça joue parce que ça pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale, exactement comme on a eu le départ de la Première Guerre mondiale avec ces jeux d'alliance qui ont fait que de l'incident de Sarajevo a découlé finalement une guerre mondiale par simplement comme un effet de domino, si vous voulez. Et les Américains ne veulent pas ça. Les Américains aujourd'hui veulent, alors j'allais dire le terme oublié, mais le terme oublié n'est pas tout à fait juste, mais ils voudraient avoir le conflit en Ukraine, ils voudraient l'avoir en arrière-plan. Ils ne veulent plus l'avoir en avant de la scène, ils le veulent en arrière-plan, ils ne veulent plus en entendre parler. Les Américains, depuis novembre 2022, les Américains ont compris que ce conflit est perdu, que les Russes ont gagné et que tout ce qu'on fait, c'est une sorte de combat d'arrière-garde. En fait, l'idéal pour les Américains, c'est de plus en parler. Alors, ils veulent certainement pas engager l'OTAN et
après les déclarations de Macron d'envoyer des troupes, etc., en Ukraine, on a tout de suite eu l'OTAN qui est venu et qui a déclaré non, 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 on n'enverra pas de troupes. Par contre, vous avez les pays de l'OTAN, et des pays qui appartiennent à l'OTAN aussi, mais qui ont signé des accords bilatéraux avec l'Ukraine. Donc vous avez la France avec l'Ukraine, ça c'est connu, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, etc. Ils ont conclu des accords bilatéraux de sécurité avec l'Ukraine. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce qu'on ne veut pas que l'OTAN fonctionne. Ce qui, d'une certaine manière, montre d'ailleurs que l'OTAN n'est pas un outil adapté pour le type de crise que l'on a actuellement en Europe. D'ailleurs, il est plus adapté du tout depuis la fin de la guerre froide, puisqu'il a été conçu dans une dynamique d'affrontement de blocs politiques et non pas dans une dynamique de pays qui pourraient avoir des différences, de différences territoriales. Alors ça a fonctionné avec les Balkans parce qu'il n'y avait pas de pays de l'OTAN, euh, j'allais dire, touchés par la guerre, si vous voulez. Les pays de l'OTAN sont intervenus à l'extérieur, un peu comme ils sont intervenus en Afghanistan, mais il n'y a pas eu de pays de l'OTAN attaqués lors de la guerre des Balkans. Et c'est pour ça que l'OTAN est devenu un outil pour travailler hors zone, mais il n'est pas taillé pour fonctionner sur un conflit qui toucherait des membres de l'Alliance sur le territoire européen. Et et donc, tous ces traités bilatéraux, y compris celui que vous évoquez à propos des États-Unis, eh bien, finalement, consacrent l'inutilité, d'une certaine manière, de l'OTAN pour résoudre les crises actuelles. Eh bien, on voit l'Ukraine disparaître un petit peu, on ne veut pas mentionner ça parce que c'est un échec. Par contre, les Américains ont un engagement, ils sont engagés vis-à-vis de l'Ukraine, ils veulent pas abandonner cet engagement, ils ne veulent pas abandonner l'Ukraine. Ils veulent simplement moins en parler, ils veulent le faire de manière plus discrète. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait un accord de sécurité qui, en réalité, n'ajoute absolument rien à ce qui a été fait avant par les États-Unis ou ce que les États-Unis voulaient faire, mais simplement, ça donne un cadre qui rassure un peu les Ukrainiens, de façon à ce qu'ils aient l'impression de ne pas être totalement abandonnés, mais c'est tout. Mais l'OTAN n'interviendra pas pour, comment dire, pour aider l'Ukraine. C'est qu'on a l'impression que les Occidentaux continuent à avoir l'image d'une Russie qui est faible. Et je pense, là qu'est la plus grosse erreur de tout ce conflit, d'ailleurs pas seulement depuis 2022, mais depuis 2014, où on pense que la Russie n'est finalement qu'une station-service, comme le disait le sénateur McCain. Euh, c'est une station-service avec des missiles nucléaires. Alors, je pense que la Russie, c'est beaucoup plus que ça, et qu'elle est, d'ailleurs, la Banque mondiale en a témoigné, elle a une économie qui est robuste, qui est solide, qui est très capable de résister eh bien, aux sanctions, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, à ce jour, il y a près de 18 000 sanctions qui ont été appliquées à la Russie, et que l'économie russe est en croissance. Donc ça veut dire que la résilience de la Russie est considérable, les capacités industrielles, intellectuelles, productives, financières de la Russie sont absolument énormes. Et donc on est un petit peu dans une espèce de monde parallèle en Europe où on continue à penser que la Russie n'osera pas, ne pourra pas, n'a pas les moyens de, etc. Et d'ailleurs, c'est la rhétorique que nos journalistes nous servent à longueur de journée dans nos médias. Alors je pense que c'est exactement l'opposé, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec Poutine, la réalité est que la Russie est beaucoup plus forte que ce qu'on imagine et que quand vous attaquez un adversaire que vous sous-évaluez, eh bien vous vous plantez et c'est exactement ce qui se passe depuis 2022, en tout cas depuis 2014 on pourrait dire, mais en tout cas depuis 2022 avec l'Occident et ça va continuer comme ça et ça va continuer jusqu'à euh, comme le disent certains politiciens russes, et je pense que l'attitude des Occidentaux va continuer à le faire, on va continuer à avoir cette pression russe sur l'Ukraine et on arrivera à la destruction de l'Ukraine en définitive. Mais ça, c'est le résultat d'un mauvais calcul des Occidentaux qui ont sous-estimé la Russie, qui ont pensé qu'elle s'effondrerait en quelques jours. Je rappelle ce que disait Bruno Le Maire au micro d'Europe numéro 1
le 1er mars 2022, et on est toujours sur cette dynamique-là. On est avec d'ailleurs, on voit que Bruno Le Maire, d'ailleurs, il n'a pas beaucoup évolué depuis, il n'a toujours pas compris la manière dont se conduit une économie. Donc, on est avec des gens qui sont, à mon avis, intellectuellement mal préparés pour le type de crise auquel ils font face, tant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal et sur le plan stratégique. Et on a ça dans toute l'Europe. On a des gens qui se comportent comme des adolescents, qui sont d'ailleurs presque des adolescents, hein, parce que beaucoup n'ont même pas d'expérience professionnelle. Ils sortent des écoles, ils sont encore, comme on disait autrefois encore, ils ne sont pas encore secs derrière les oreilles. Et puis, ils font maintenant de la politique, et on voit très bien que c'est une politique qui n'est pas adaptée aux circonstances, qui n'est pas du tout pragmatique. C'est des gens qui sont plus habitués à faire la guerre sur des jeux vidéo que dans la réalité. Et on a malheureusement aujourd'hui, eh bien, c'est les Ukrainiens qui payent le prix de ça. Et c'est d'ailleurs, c'est pas simplement ma vue de l'esprit, mais les soldats ukrainiens eux-mêmes l'ont dit. C'est ça qui est dramatique. Les soldats ukrainiens nous l'ont dit, ils l'ont dit dans la presse ukrainienne même. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose, c'est pas simplement mon opinion que je dis ici, euh, c'est vraiment une réalité, et ben, c'est notre incapacité, mais on le voit dans tous les domaines. D'ailleurs, on a commencé cette discussion à partir de la conférence de Bürgenstock. La conférence de Bürgenstock est déjà en elle-même quelque chose qui est surréaliste en soi. Vous voulez faire une conférence de paix en excluant d'emblée un des deux partenaires. J'entends, on est vraiment on se berce d'illusions. Et on est dans cette politique-là qui est faite, d'ailleurs, par toutes les mêmes personnes. Ils ont tous à peu près le même âge, ils ont tous le même manque d'expérience. Annalena Baerbock était championne de trampoline, Trudeau était professeur d'art dramatique, Macron a connu sa femme dans des cours d'art dramatique. On a des saltimbanques. C'est des saltimbanques, il n'y a rien de plus. Et donc, mais le problème, c'est que la vie des Ukrainiens, elle va au-delà de ça. Et c'est ça qui est dramatique, n'est-ce pas? Donc, voilà un petit peu l'explication de cette situation. Je ne pense pas que l'accord de sécurité avec les Américains ajoute quoi que ce soit à la situation stratégique. C'est simplement une sorte de mesure de confiance à l'égard de l'Ukraine pour réassurer Zelensky du soutien américain, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Les Américains ne veulent pas que ce conflit se développe sur le continent américain. Et d'ailleurs, on voit dans les médias américains les commentateurs qui autrefois étaient très pro-ukrainiens et anti-russes, qui aujourd'hui constatent, d'ailleurs, ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui, mais c'est depuis maintenant environ une année, on voit que ces commentateurs voient bien que la partie est perdue. Et même le Pentagone, hein, je vous rappelle que le Pentagone, déjà en 2022, avait dit que la guerre était pratiquement perdue en Ukraine. Et c'est simplement grâce aux efforts de l'administration Biden que le Pentagone a un peu suivi. On donne des armes, mais on voit bien que d'ailleurs même les Européens n'ont même plus de quoi. Ils ont donné tellement d'armes à l'Ukraine et ces armes ont été détruites que maintenant ils n'ont plus de quoi faire la guerre eux-mêmes. Et maintenant, les derniers missiles patriotes qui restent en Europe, eh bien, on ne veut plus les donner à l'Ukraine. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui n'est pas favorable à l'Ukraine. En Ukraine même, et je lisais un article, maintenant c'était dans un média américain, parce que là, il ne faut pas compter sur les médias européens pour avoir un regard objectif sur les choses, mais un média américain qui disait que l'idée d'avoir des négociations, de vraies négociations de paix avec la Russie fait son chemin en Ukraine, et c'est probablement ce qui se passera, parce que maintenant, de plus en plus, eh bien, l'Ukraine ne parvient même plus à alimenter son armée. Et donc, ça veut dire qu'on prélève maintenant sur les capacités de l'économie, si vous voulez. On prend des étudiants, etc., et on les envoie au front. C'est-à-dire qu'on est dans la dynamique d'une économie de guerre. La Russie n'est pas du tout dans une dynamique d'économie de guerre. Et ça, c'est important de le dire. L'économie de guerre, c'est à partir du moment où vous prenez les ressources de l'économie civile, si vous voulez, pour la défense du pays, et où la défense du pays ne peut pas se faire indépendamment
enfin indépendamment, c'est jamais totalement indépendant, bien sûr, mais si vous voulez, dans une situation normale, vous faites le conflit et puis vous avez, à côté de ça, vous avez une économie, entre guillemets, civile qui fonctionne. Mais là, on est arrivé à un point en Ukraine où l'économie civile, où la guerre ne peut plus être menée sans faire une ponction sur les capacités et les ressources civiles. Et par conséquent, on entre effectivement dans une société qui, est, qui ne tourne que pour et grâce à la guerre. Voilà, et donc on est dans une économie de guerre, ce qui n'est pas du tout le cas en Russie, quel que soit ce qu'on peut penser de M. Poutine. Et c'est effectivement d'ailleurs ce que constate la Banque mondiale à ce stade.